On a C'est le droit bon. de chanter, de danser en attendant. Ah, c'est bon. C'est bon. On peut commencer. Ouais. Ok. Bien. C'est mieux avec le micro. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je vais commencer par faire l'appel. Donc, Bertrand Aubert. Présent. Patrice Bollard a donné un pouvoir à Bertrand. Oui. Johan Cancalon. Présent. Michel Schriam a donné pouvoir. Bruno Normand. Présent. Christelle Demande, absente. Kevin Lantuy. Présent. Nicolas Lecar. Présent. Jeanne Léger. Isabelle Levert. Présent. Éric Merlin. Présent. Delphine Pommier. Présente. Fatma Rafik. Présente. Carole Jusco. Présente. Corinne Abbé. Présente. Chantal Contremoulin. Marc Dumentier. A-t-il donné un... Merci. Donc, Monsieur Lefebvre. Présent. Et Ariel Méron. Merci. Isabelle, tu vas être secrétaire de séance, ça me paraît bien. Hein. Voilà, ça c'est fait. Pardon. Peut-être vous indiquer quelques informations avant de démarrer officiellement ce conseil municipal. Donc la première, c'est que nous avons eu ce matin une énième réunion de chantier dans la cour de l'école, que la bonne nouvelle, c'est que l'entreprise qui avait fait quelques dysfonctionnements a repris les choses en main et donc le poteau du préau a été changé et les marquages au sol qui avaient quelques défauts ont été repris. Il reste un petit problème sur l'escargot où ils vont essayer de refaire, de retrouver comment dirais-je, un produit pour éviter qu'il y ait la petite faille qui existe sur l'escargot. Néanmoins, on peut conclure ce chantier parce que vraiment il aura été long, c'était notre premier, mais on aura bien souffert. Le toit de la mairie est terminé aussi. Voilà, donc un grenier propre, isolé, dans lequel nous allons enfin pouvoir archiver, ranger et redonner au premier étage de la mairie figure de mairie et non pas de débarras pour l'instant. Ça ressemble un peu à un débarras. Voilà. En bas, eh bien, les travaux aussi se terminent. Hein. Les sols sont quasiment terminés. Il reste quelques plaintes à poser, choses comme ça. La Poste doit nous livrer les meubles lundi. Donc lundi, mardi, secondez pour avoir du temps, n'hésitez pas, il y aura du boulot. Et pour une ouverture le lundi 13, donc c'est ça, une ouverture officielle donc, de l'agence postale communale le lundi 13. La Poste vient à ce qu'il y ait une belle inauguration et nous aussi, donc on vous redonnera les dates de l'inauguration. Évidemment, il faut croiser les plannings de beaucoup de gens importants et c'est un peu compliqué pour l'instant de trouver des dates. Voilà, donc ce qui nous réunit ce soir au conseil municipal, c'est essentiellement des affaires financières, un peu la période. Hein. Avec en point d'orgue le budget, je fais passer la liste. Démarchement à signer, s'il vous plaît. Merci. Donc, on vous avait indiqué dans l'ordre du jour soit une délibération sur la reprise anticipée, soit une délibération sur le compte de gestion et le compte administratif, puisque jusqu'à 5 heures ce soir, nous aurions dû avoir le compte de gestion et le compte administratif. En fait, on a le compte administratif, mais le compte de gestion définitif
Il était possible qu'on l'ait ce soir, c'est pour ça qu'on avait indiqué qu'on c'était soit l'un soit l'autre. Je pense qu'on l'aura demain matin. Voilà. Donc on se reverra dans les semaines qui viennent pour finaliser. Alors je vous rassure, le tableau des reprises anticipées, les chiffres sont exactement les mêmes que celui du compte administratif que nous avons reçu et du compte de gestion provisoire pour l'instant, puisqu'on n'a pas reçu le définitif. Mais les chiffres sont exactement les mêmes, ce qui est évidemment très rassurant. Je vous propose donc de commencer par les 3 procès-verbaux, ceux du 6 décembre, ceux du 14 décembre et ceux du 6 janvier. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques sur ces procès-verbaux. Non. Peut-on les adopter? Il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Donc les 3 sont là, je les fais circuler pour que vous puissiez les signer. Donc, ensuite nous devons commencer. Ah, j'ai une souris qui ne veut pas. Ah, j'ai pas de souris. Vous, ça doit sortir. Si on a bougé sur le. Non, parce qu'il est étendu. T'as une partie qui affiche et une partie où tu peux mettre tes notes. Sinon, touche droite du clavier pour passer la taille suivante. C'est ça que je veux. Voilà. Donc, alors, normalement, tous ces documents-là vous ont été envoyés en amont. Donc, l'arrêt des comptes, qui se présente sous la forme d'un tableau, où ce qui est en dépense est évidemment du négatif, c'est de l'argent que nous avons dépensé, et ce qui est en recette est du positif. Et donc, le résultat en investissement, le résultat reporté de l'année d'avant était de 115 834,53 €. Nous avons réalisé 422 953,32 € d'investissement, avec un résultat de l'exercice de 67 559,03, ce qui nous donne un total d'exercice à 538 787,85 et donc un résultat de clôture négatif de 183 393,56 €. En recette, c'est évidemment en investissement du fonds propre et des subventions, c'est voilà, pour 355 394,29 €. En fonctionnement, nous avions un résultat reporté positif de 199 793,41 €. Nous avons dépensé 1 142 724,46 € pour un total de recettes d'1 433 037, ce qui nous donne un résultat positif de 290 313,53 €. Le total de l'exercice est donc à 1 632 831,40, ce qui nous donne en résultat de clôture en positif 490 106,94 €. Si nous mettons ensemble, c'est-à-dire les dépenses d'investissement qui sont négatives et le fonctionnement qui est largement positif, nous avons donc un excédent au titre du compte administratif de 306 713,38 €. C'est donc la somme qui va nous permettre globalement de repartir pour construire le nouveau budget. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération, des remarques, des observations? Enfin, voilà, ce que vous voulez. Non, peut-on
valider cette reprise anticipée des résultats? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc ça fait trois votes. Je vous remercie. Nous revenons donc. Nous revenons donc au budget. Alors, ce qu'on a essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire dans ce tableau, en fait, c'est de vous indiquer par chapitre ce à quoi ça correspond, globalement ce que ça représente au titre du pourcentage de dépenses, ce qui a été réalisé en 2022, la proposition 2023, et le commentaire qui peut accompagner évidemment les hausses ou les baisses de ces chiffres. Donc le chapitre 11, où on va donc trouver toutes les charges à caractère général, EDF, eau, les bâtiments, le transport, bref, tout ce qui sert à faire vivre la maison, qui représente donc 31,6% des dépenses. Nous avons en 2022 consacré 355 704 euros à ces dépenses, et nous vous proposons 524 572. Pourquoi une telle augmentation? Parce qu'en fait, c'est là où l'inflation impacte le plus les communes. Nous avons déjà depuis aujourd'hui une augmentation de la restauration de plus 8%, qui nous a été annoncée il y a maintenant presque 2 mois, donc nous avons déjà intégré. Nous faisons le choix de positionner plus 20% sur l'énergie, bien que nous soyons toujours protégés pour l'instant par le groupement de commandes de l'UGAP que nous avions passé il y a 2 ans maintenant. Malgré tout, les groupements de commandes évidemment permettent de collecter un certain nombre de bénéficiaires de l'électricité et donc de négocier les prix. Néanmoins, on ne peut pas s'assurer, parce qu'on n'a pas de protection complète là-dessus, que l'UGAP ne sera pas obligé à un moment de revoir les tarifs pour autant. On sera toujours en dessous par rapport à une commune qui serait toute seule. Mais voilà, donc on a préféré vraiment jouer la prudence et se dire on y met 20%, si c'est moins, tant mieux, on fera des économies, mais pour l'instant, voilà, c'est la réalité, et c'est la réalité d'un certain nombre de communes. On intègre le marché vert des sentiers, alors, d'espaces verts. Pourquoi? Parce qu'en fait, lors des travaux des sentiers dans les immeubles, la commune avait à payer une part de la réhabilitation complète des immeubles et ainsi qu'une part des espaces verts. Donc cette somme qui était de 200 000 euros a été payée l'année dernière, mais par contre, dans le marché des espaces verts, l'entreprise qui a planté les végétaux avait 1 an supplémentaire où il devait assurer l'entretien, la taille ou le remplacement des végétaux si ceux-ci venaient à mourir. Donc ce marché et cette année supplémentaire arrive à terme en avril 2023. Donc il nous faut reprendre ce marché parce que vous voyez la superficie et le nombre de végétaux qu'il y a. Il est impossible pour un service technique comme le nôtre d'assurer cet entretien-là. Et donc il faut passer un marché. Très clairement, nous avons demandé aux prestataires actuels de nous fournir un devis très détaillé. Pour être clair, ce marché est à 27 000 euros à l'année. Et donc, nous sommes en train de faire un appel suite au devis
sur d'autres entreprises d'espace vert, de façon évidemment à faire baisser les coûts. En fait, on met en concurrence maintenant. Voilà, hein, on met en concurrence à partir du premier devis qui nous semble quand même important. Et de la même façon, nous intégrons dans ce marché un marché de tonte sur les grands espaces, du type derrière la mairie, le terrain de foot, etc. Puisque l'entreprise que nous avions il y a un peu plus d'un an, malheureusement, le propriétaire est décédé. Et donc, l'entreprise a... Alors, la chance, entre guillemets, que nous avons eue, c'est que c'est arrivé en fin de saison et que donc, voilà, on a pu assurer par nous-mêmes les 3-4 mois d'avant l'hiver. Mais là, sur une année complète, c'est pas possible de la même façon à une puis à deux personnes d'assurer l'ensemble. Donc nous y avons intégré un marché de tonte. Je ne vous cache pas que si nous avions la chance que ce soit le même prestataire, ça serait intéressant. Si les prestataires qui répondent se rendent compte qu'en jouant sur les deux, ils peuvent nous faire un prix intéressant, ça serait l'idéal. Et puis, depuis le départ d'une des personnes à la retraite, le départ à la retraite d'une des personnes qui assurait le ménage et l'entretien, le choix a été fait en accord avec l'AGLO de passer un marché de ménage à ODS. Et donc une grosse partie de ce marché en fait nous est remboursée. C'est une dépense sur cette ligne-là, mais vous verrez l'apparaître sur une autre ligne, puisque étant donné que c'est le centre de loisirs et que c'est l'agglomération qui gère le centre de loisirs, il rembourse une partie en fait de la dépense du ménage qui est fait par ODS. Sur le personnel, qui représente donc 29%. L'année dernière, nous avons dépensé 432 482. Cette année, on propose 476 500. Là aussi, nous anticipons des annonces de hausse. Le gouvernement a annoncé que le poids de fonctionnaires pourrait augmenter jusqu'à 10%. On ne sait pas le phasage que cela représente. Est-ce qu'ils vont augmenter, je sais pas, 3% en avril, 4% en septembre, etc. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est en une seule fois? Je n'en sais rien. Toujours est-il que nous avons considéré prudent d'intégrer ces 10% tout de suite, de telle façon que si les mauvaises nouvelles, pour nous, pas pour les salariés bien sûr, moi je souhaite que les fonctionnaires soient bien payés évidemment, mais si cette mauvaise nouvelle en tant qu'employeur nous arrivait, nous puissions l'absorber. Et d'autre part, il nous a aussi été annoncé une hausse des cotisations des retraites pour les fonctionnaires, puisque clairement la retraite à 1 200 € brut pour ceux qui ont une carrière complète seront financés, enfin, le delta qui manque pour le financer sera financé par les collectivités locales grâce à cette augmentation du point de retraite des fonctionnaires. Voilà, donc nous avons intégré tout cela pour là aussi être sûr que nous puissions répondre si jamais il y avait voilà, des annonces qui se concrétisaient. La compensation agglo et le FPIC, ça reste toujours à peu près pareil, hein. C'est ce qu'on reverse au titre du transfert du centre de loisirs. Et le FPIC, vous verrez, ça apparaît à plusieurs endroits parce que ça apparaît en dépenses et en retraite. C'est un fonds de péréquation en fait qui est donné aux communes, enfin qu'on doit verser pour être ensuite récupéré sur une autre ligne. Il y a parfois des éléments comptables un peu compliqués à comprendre. Ce que l'on vous propose donc, c'est un virement à la section d'investissement. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais expliqué que pour pouvoir, comment dirais-je, équilibrer le budget d'investissement, en fait, on prenait le fonctionnement sur les réserves du fonctionnement et on le passait en investissement. Donc l'année dernière, nous avions viré 214 466 et cette année, nous vous proposons de virer 288 871.
Nous l'avons augmenté parce que, toujours dans la continuité des ventes et des achats de terrain, le terrain côté rue du 11 novembre, qui si vous passez devant est en train d'être déboisé, et le terrain, le grand terrain rue de Verdun, les futurs propriétaires ont purgé tous les recours, ont l'accord de leur banque avec une promesse de prêt, et donc courant mars, nous allons pouvoir nous le racheter à l'EPFL, parce que ça ce sont des terrains EPFL, pas des terrains État, et quasiment dans la foulée, quelques semaines plus tard, les revendre aux propriétaires, puisque le permis de construire déposé, purgé de recours, etc. Donc là, c'est une dépense, mais évidemment, à un moment, courant de l'année, il y aura la recette des ventes qui est légèrement supérieure aux achats, qui réintégreront le budget. Dotation des amortissements qui baisse un tout petit peu normal, nous n'avons pas forcément acquis de grosses choses nouvelles. Or, c'est les nouveautés qui permettent aux amortissements de remonter. Sur le chapitre 65, où là, c'est un chapitre un peu fourre-tout, hein. Il y a les indemnités des élus, il y a les associations, il y a le CCAS, le SDIS, le syndicat du collège, et nous passons de 214 507 à 227 261, essentiellement parce que le SDIS, le département a annoncé que donc le SDIS suivait l'inflation, c'est-à-dire qu'ils appliquent une majoration de 6,5%, ce qui nous fait passer globalement de 51 000 à un peu plus de 55 000, sachant que le département souhaite, dans le département, reconstruire des casernes, embaucher des nouveaux pompiers et surtout avoir une politique de formation sur les feux liés aux sécheresses, notamment les feux forestiers et les feux agricoles. Les intérêts d'emprunt que nous payons toujours en fonctionnement ont légèrement baissé puisqu'il y a un emprunt qui s'est éteint. Les charges exceptionnelles, je vous en fais grâce parce que vraiment, voilà. Et puis la dotation de provision, c'est pareil, c'est une ligne où on met un peu d'argent au cas où j'en ai besoin sur cette ligne. Oui, c'est notamment les impayés de cantine, par exemple, etc. Voilà sur les dépenses de fonctionnement. Sur les... ça marche pas, les recettes de fonctionnement. Donc évidemment, nous retrouvons le même total, hein, ce qui est normal, un budget doit être équilibré. Donc, nous reportons les 306 714 d'excédents que nous avons obtenus grâce au budget 2022. Nous avons quelques remboursements de personnel, alors que nous avons baissé, puisque l'année dernière, nous étions dans une phase où il y avait un accident, enfin, 2 accidents de travail qui, pour l'un, se termine en retraite et pour l'autre, va se terminer courant de l'année par une mise en retraite pour invalidité. Et donc, nous allons moins percevoir de recettes de l'assurance, puisque l'accident du travail, de fait, s'éteint. Les concessions, redevances, domaine public, remboursement ALSH, donc c'est là que vous allez retrouver par exemple le remboursement de l'aglo sur le marché ODS, 136 878 en 2022, 134 000 en 2023. Là aussi, la prudence nous guide. Malheureusement, pour nous, nous avons eu à vendre beaucoup de concessions l'année dernière. On peut espérer que moins de personnes disparaissent cette année. Et redevance du domaine public, eh bien, c'est les marchands ambulants, par exemple, du marché. Voilà, vous savez comme moi, il y en a certains qui viennent et puis d'un seul coup qui ne reviennent pas. Enfin, donc, on essaye de mettre une somme qui nous permette de ne pas être dans un optimisme béat. Le chapitre 73, foncier, dotation de solidarité communautaire, donc là ça représente quand même 50%. C'est là qu'on va avoir en fait donc,
tout ce qui est taxes foncières, bien sûr, mais aussi toutes les dotations. Et là, on s'est autorisé une petite hausse parce qu'en fait, vous avez sans doute eu l'information que l'État a augmenté les bases foncières de 7%. Donc vous allez tous payer 7% de plus sur votre foncier pour ceux qui sont propriétaires. Nous en avons intégré que 4% parce que j'imagine que sur les 7%, il y a une part qui repart au département, une part qui est considérée comme des frais de gestion par l'État, etc. Et là aussi, la prudence fait qu'on n'intègre pas 7%, on en intègre 4%, et je pense que c'est bien suffisant. Le chapitre 74, FCTVA, dotation de compensation. Alors, vous voyez que ça baisse assez drastiquement pour deux raisons. La première, c'est que en 2022, le département, sur les droits de mutation, qui est collecté donc, par le département et reversé aux communes, le département avait une réserve de 12 millions de droits de mutation. Je pense que le préfet a dû leur demander de le reverser, parce que c'est pas très très bien de faire des réserves sur d'autres communes en fait. Hein. Et donc, ces 12 millions ont été répartis avec les mêmes règles de répartition que les années précédentes et que pour les communes. Mais pour vous donner cet exemple, donc ces 12 millions, ça nous a permis à nous de percevoir, je vous fais des chiffres ronds, 90 000 euros de droits de mutation au lieu de 47 000. Évidemment, une fois que cette réserve est distribuée, elle n'existe plus. Donc c'était une fois. Donc l'année dernière, on en a bénéficié, mais cette année, bien évidemment, on va retomber sur les bases habituelles des environ 37 000 euros. Et d'autre part, dans cette enveloppe, nous avions aussi touché en 2022 une dotation de recensement, puisque l'État rembourse une partie des frais de recensement, que ce soit la communication, la coordination, l'embauche des personnes qui ont fait le recensement, etc. Il y a une enveloppe qui est versée aux communes pour couvrir une partie des frais. Ça a été payé en 2022 pour le recensement de 2021. Bien évidemment, il n'y a pas de recensement, nous n'aurons pas cette dotation. Donc il faut l'enlever tout de suite. Le chapitre 75, c'est le revenu des immeubles. Là aussi, nous avons fait le choix de le baisser, puisque c'est essentiellement le revenu des immeubles pour nous, la location de cette salle et, comment dirais-je, la location au village des artisans. Or, vous savez que les artisans avaient un bail précaire qui se termine au printemps 2023. Certains ont commencé enfin, tous cherchent évidemment une solution de repli. Certains l'ont trouvé, certains m'ont annoncé qu'ils allaient partir fin mars, fin avril, etc. Et que donc, évidemment, en termes de revenus d'immeuble, ça va baisser. Donc on l'a déjà intégré aussi. Et enfin, dans les produits exceptionnels, nous avons intégré donc la fameuse enveloppe de la Poste pour les travaux, puisque la Poste verse 35 000 euros pour faire tous les travaux que vous aurez le plaisir de découvrir pour ceux qui ne sont pas encore passés en mairie. Nous étions donc là sur le fonctionnement. Une fois que nous avons équilibré ce fonctionnement, nous passons aux dépenses d'investissement. Donc nous devons dans la dépense intégrer la somme négative du résultat de 2022, soit 183 393 euros. Le chapitre 41 qui s'appelle Opération patrimoniale. Alors, en fait, nous mettons dans cette ligne en dépenses et en recettes tous les frais d'études qui ont été réalisés. Ça peut être l'étude pour la cour de l'école, par exemple, hein, l'entreprise qui nous a fait et l'étude et la maîtrise d'œuvre, on peut l'intégrer. Qu'est-ce qu'on a encore comme étude? C'est essentiellement celui-là. Essentiellement celui-là, d'accord. Et en fait,
En l'intégrant dans le chapitre 41, cela nous permettra de percevoir de la FCTVA sur les frais d'études, c'est-à-dire de récupérer 16% des 20% que nous payons en termes de TVA. Ça, c'est le petit truc que nous a donné la DGFiP il y a quelques jours. Les emprunts, donc là, on est bien sur le paiement du capital des emprunts. Donc, il a baissé, je vous disais, il y a un arrêt d'emprunt, donc ça se ressent et sur les intérêts, évidemment, qui ont baissé, mais aussi sur le capital, puisqu'il y a un arrêt d'un emprunt. Ensuite, les frais d'études et bâtiments installation. Donc là, on passe de 17 090 à 44 500. Nous avons à régler le pré-diagnostic des fouilles qui a eu lieu sur les terrains État à l'entrée de la commune, les frais de notaire pour les achats de terrain, et JVS, qui est donc le logiciel notamment de comptabilité, mais pas que. Et vous savez qu'à partir du 1er janvier 2024, toutes les communes sont obligées de passer en comptabilité M57, parce que nous sommes aujourd'hui en M14. Or, même si Hélène avait déjà anticipé et avait déjà pris des services supplémentaires chez JVS, de passer le logiciel en M57 a un coût pour la commune. Voilà. Et ça, on n'a pas le choix. Malheureusement, on est obligé de le faire. Voilà, donc c'est ce qui explique cette augmentation. Et puis enfin, nous avons donc décidé qu'il n'y aurait pas forcément cette année de gros travaux, style de la mairie, la cour de l'école, etc. Mais que nous mettions quand même une somme significative à 276 457 €. Alors, afin de payer les travaux de la Poste, les 35 000, mais qu'on nous rembourse en fonctionnement, la fin de la toiture, les acquisitions de terrain dont je vous parlais tout à l'heure, les 2 terrains. Je vous rappelle qu'on avait décidé aussi d'équiper l'école d'alarmes qui couvrent l'intrusion, l'incendie, l'attentat, etc., etc. La chaudière du presbytère, parce que là, je crois que sinon ils vont finir en igloo et en bonhomme de neige. On a un souci sur la pomperie du stade. Il y a des extincteurs à changer, puisque la vie d'un extincteur a une durée limitée. Donc dans un certain nombre des bâtiments publics, eh bien, ils arrivent en fin de vie, il faut qu'on les change. Et puis la défense incendie qui se termine elle aussi, puisque nous avons fait réparer la défense incendie qui était abîmée. Ça, c'est, vous savez, les poteaux rouges qui sont un peu ouverts, des choses comme ça. Et surtout, nous avons prolongé la défense incendie jusqu'au bout de la rue du 11 novembre et la rue de Verdun, puisque la loi ayant changé et étant passée à une bouche d'incendie doit couvrir dans un rayon de 200 mètres au lieu de 400 mètres, une partie de la commune n'était plus couverte, en fait, par la défense incendie. Donc il fallait vraiment s'y coller. Et donc on vous propose un total de dépenses d'investissement de 623 595. En face, évidemment, il y a des recettes. Et c'est là que je vous propose de virer de la section de fonctionnement les 288 871 € que vous avez vus en dépenses tout à l'heure dans le fonctionnement, de réintégrer les amortissements, puisque les amortissements, on les met aussi en dépenses et en recettes. Les opérations patrimoniales, de la même façon, on les met en dépenses et en recettes. Les recettes internes créées, alors ça c'est une dénomination qui n'est pas officielle, c'est la mienne, c'est parce que c'est la seule façon que j'ai de me rappeler de ce qu'on met dedans. Voilà, c'est assez simple. Donc là, c'est la FCTVA qu'on va récupérer, les taxes d'aménagement sur les gens qui ont agrandi leur maison, fait une véranda, une terrasse couverte, un carport, un garage, etc.
Et donc, cet argent est une recette que nous créons, en fait, et que nous pouvons donc intégrer dans les recettes d'investissement. Et sur les subventions d'investissement, l'année dernière, 153 035. Cette année, nous n'avons inscrit que les recettes, que les subventions, pardon, dont nous sommes absolument sûrs et qui ont déjà été versées. Nous avons bien évidemment, pour un ensemble, pour la chaudière, pour la plomberie du stade, pour fait les demandes à l'État, au département et les fonds de concours qui vont à l'aglo. Nous avons déjà quelques réponses, mais tant que nous n'avons pas l'ensemble des réponses, moi je m'interdis de les intégrer dans les recettes de budget parce que, voilà, on ne sait jamais et que donc l'idée c'est que on soit prudent et que on revisite les travaux nécessaires si les subventions n'arrivaient pas. Voilà. Donc on inscrit la dépense pour être sûr d'avoir l'argent à dépenser. On n'inscrit pas la recette attendue parce que pour l'instant on ne l'a pas. Et donc comme on ne l'a pas, on ne l'inscrit pas. Ce qui nous permet quand même d'avoir des recettes d'investissement à 623 595 équilibrées avec les dépenses. Voilà sur cette présentation. Alors, je ne sais pas si ça suscite des questions, si ça suscite des remarques, des observations. Moi j'aurais une remarque. Oui. Donc moi je trouve que c'est quand même un budget qui a été préparé raisonnable et raisonné. Je voulais dire bravo aux des efforts qui ont été payants sur les années précédentes pour pouvoir avoir ce matelas assez confortable pour cette année 2023. L'équipe a su faire les investissements nécessaires et puis malgré tout on a quand même proposé des animations polyrésiens. Donc voilà, donc pour moi, j'ai un ami qui me disait qu'un euro dépensé était un euro utile et je pense que là on est dedans. Voilà, donc bravo. Merci Nicolas. Et effectivement, j'aime bien ta formule raisonnable et raisonnée. Moi, je voudrais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe parce que on a effectivement, on s'est beaucoup serré la ceinture. Je voudrais aussi remercier Hélène et l'ensemble des personnels parce que on n'a pas remplacé systématiquement. On a demandé aux gens voilà, beaucoup d'efforts et pour autant voilà, on a une ville qui est relativement entretenue, réparée. Parfois les élus remontent leur manche le dimanche et vont s'y coller. Mais effectivement, tu as raison, ça paye. Et ça paye et c'est satisfaisant. Et ça nous permet, je trouve, d'avoir une année 2023 où certes, il n'y a pas de grands projets, mais ça nous permet d'avoir une année 2023 où on a soit le pôle administratif qui va permettre voilà, de souffler un peu et de courir dans tous les sens et de finir à pas d'heure. On a soit le service du ménage autrement, mais je sais que les gens sont contents. Voilà, je tiens à le dire. Je trouve aussi que la dynamique chez les salariés, elle n'a pas faibli, elle n'a pas baissé. Les gens ont donné, ont proposé. Moi, je suis même heureuse de voir que les gens sont aussi en capacité de faire des propositions pour leur travail, pour d'améliorer leurs conditions de travail, et c'est normal. Mais au-delà de ça, d'être force de proposition aussi de si on le faisait autrement, on gagnerait du temps, on le ferait mieux, etc. Et j'avoue que tout ça crée une jolie dynamique qui est très satisfaisante effectivement pour les élus que nous sommes. Voilà. J'ai une question. Oui, pardon. En fait, on n'a pas le détail
détail au niveau des subventions aux associations, parce que c'est compris dans Non. 65, mais du coup on ne connaît pas le montant, et les indemnités des élus non plus, on ne connaît pas le montant, ça pourrait être intéressant de savoir. Oui, tout à fait. Alors, les subventions aux associations, vous les aurez dans un prochain conseil municipal. Alors, très clairement, l'enveloppe de mémoire, attendez. L'enveloppe de mémoire, elle est de 16 500. D'accord. Mais nous n'avons pas eu le temps, parce que vous aurez remarqué qu'on vote le budget un peu plus tôt que d'habitude, et nous n'avons pas eu le temps de le retravailler en fait en équipe. Moi, je souhaite que ça soit un moment où on en débat, où on discute, etc. Donc les dossiers de subvention sont bien arrivés. On a prévu que ça serait dans les semaines qui viennent, hein, on va le assez rapidement. Vous avez déjà prévu l'enveloppe, de toute façon. Mais l'enveloppe est prévue, et elle est de 16 500, très clairement. Sur les indemnités, oui, d'élus, c'est une enveloppe globale, on vous la redonnera, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est le 65-31. Ah oui. Donc excusez-moi, l'enveloppe des indemnités, c'est 71 220 euros. Pour 2023 ou en 2022? Non, en 2022. D'accord. Après, vous savez comme moi que quand le point du fonctionnaire augmente, les indemnités des élus, il y a la même application d'augmentation que le point du fonctionnaire. Hein. Donc on pourra calculer, mais bon voilà, c'est l'enveloppe globale, c'est à peu près ça. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'on peut voter ce budget? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? 3. Merci beaucoup. Les taxes ménages, vous savez que quand on vote le budget, aussitôt derrière, il faut voter les taxes ménages. Alors, deux choses par rapport à cette délibération-là. Considérant donc que l'État a établi une révision des bases à hauteur de 7%, en considérant qu'un certain nombre de ménages sont largement impactés par l'inflation, nous avons souhaité ne pas augmenter les taux cette année, et donc de conserver les mêmes taux que 2022. Ça n'empêchera pas que sur votre feuille d'imposition foncière, vous verrez une augmentation. Mais ce ne sera ni une augmentation du département, parce que je sais, on a voté le budget du département et ils ont fait le même choix, et ça ne sera ni une augmentation de la commune. C'est bien ce qu'on appelle la révision des bases qui va impacter sur votre feuille d'imposition pour les propriétaires. Et d'autre part, il y a une obligation maintenant qui est intégrée dans ce vote, une taxe d'habitation. Donc plus personne n'en paye normalement, sauf les logements vacants, et vacants au titre de, pas abandonnés, mais vides depuis longtemps, hein, puisque il faut qu'un logement soit vide depuis plus de 90 jours pour être considéré comme vacant. Il faut aussi, si par exemple vous mettez votre maison en vente parce que vous avez déménagé en Vendée et que vous n'arrivez pas à la vendre, ce n'est pas un logement vacant, puisqu'il est sur le marché de la vente. Et c'est parce que vous n'arrivez pas à le vendre. C'est un certain nombre de maisons, comme on peut en voir dans les RIS, ce qui était une superbe bâtisse à l'entrée de la commune, par exemple, ou la maison là-haut au Brunus, ça, ce sont considérés comme des logements vacants, il n'y a personne, et la maison n'est strictement pas habitée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a une imposition de taxes d'habitation sur ces maisons-là et sur les résidences secondaires. Voilà, c'est la loi. On doit l'intégrer dans notre vote. Voilà.
Et donc, sur la taxe d'habitation de logements vacants et de résidences secondaires, dans la mesure où nous n'augmentons pas les taux, nous devons reprendre la taxe qui existait la dernière fois qu'on a voté une taxe d'habitation. Et c'était donc en 2020. En 2020, nous avions voté cette taxe d'habitation à hauteur de 7,38%. Et donc, c'est ce que je vous propose, puisque nous n'avons pas le droit de toute façon de l'augmenter. Moi, je trouve que c'est assez juste, en fait, cette taxe d'habitation, parce que à un moment où on manque de logements pour un certain nombre d'habitants, à un moment où il y a des gens qui galèrent pour se loger, alors que d'autres laissent tomber les maisons et laissent pourrir des maisons, parfois d'ailleurs avec des conséquences pour les communes d'envahissement de végétation, de petites bêtes qui se promènent ou de squat possible. Eh bien, je trouve que rappeler à ces propriétaires qu'ils ont aussi des obligations via cette taxe d'habitation n'est pas une mauvaise chose. Voilà, donc la taxe foncière bâtie ne bouge pas, 38,23%. La taxe foncière non bâtie, 95,42%. Et donc cette fameuse taxe d'habitation de logement vacant à 7,38%. Y a-t-il des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Une. Merci beaucoup. Beaucoup plus léger et qui rapporte beaucoup moins, mais on est obligé de le faire. Nous avons perçu d'Engie un chèque d'un montant de 33,06 €, qui concerne un excédent de versement sur les consommations de gaz. Voilà, et donc je vous demande l'autorisation d'encaisser le chèque d'Engie pour le mettre sur le compte de la commune. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Je vous disais tout à l'heure que le SDIS avait décidé d'appliquer un taux d'inflation à 6,5% sur les contributions annuelles communales. Et donc, cette année, le montant de la contribution 2023 s'élève à 55 101 €. Un échelonnement du règlement est possible pour une question de gestion de trésorerie et d'être à l'aise par rapport à notre trésorerie. Il est proposé les modalités d'échéance suivantes. Mars 2023, 18 367 €. Avril 2023, 18 367 €. Juin 2023, 18 367 €. Il n'y a pas d'intérêt quand on fait ce genre de choses, c'est juste de le payer en 3 fois. On libère moins de trésorerie et donc ça permet d'être un peu plus à l'aise. C'est autorisé, il suffit d'en délibérer. Voilà, on vous le propose. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Tarif cantine. Alors, vous savez que depuis septembre, c'est depuis novembre. Depuis novembre, le service de restauration municipale accueille chaque mercredi des personnes du 3e âge afin de partager le repas du midi avec les enfants qui fréquentent le centre de loisirs. Quelquefois, nous avons des intervenants extérieurs, sécurité routière, animation musicale, qui profitent de ce service. Je propose, puisque ce sont des repas un peu exceptionnels, et puis après avoir consulté les personnes qui viennent déjeuner et qui n'en étaient pas du tout choquées, je vous propose un tarif unique de 6 € par repas, afin de pouvoir effectuer les facturations auprès des personnes extérieures qui viennent manger à la cantine. Par contre, je souhaite qu'on maintienne la gratuité pour les stagiaires. On a très souvent notamment des très jeunes filles qui viennent faire une immersion au milieu de travail ou un stage en tant pour découvrir le métier d'ADSEM ou un travail auprès des enfants. Bon, je pense que la contrepartie du service rendu, c'est le fait qu'on leur offre le repas.
Voilà, donc y a-t-il des questions par rapport à ce tarif? Non. Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Une délibération, alors que nous avions déjà prise, mais il faut la reprendre, sur les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place en juillet 2005, qui date un peu, et les collectivités locales peuvent être éligibles à ce dispositif, et donc ainsi valoriser les travaux d'économie d'énergie qu'elles ont réalisés. Elles obtiennent des certificats qui, je vous rassure, se transforment en argent à un moment. Sinon, certificats, c'est comme les diplômes, on peut les accrocher, mais ça ne sert pas à grand-chose. Sauf que pour obtenir ces certificats d'économie d'énergie, il y a des seuils d'économie à faire. Voilà. Et donc, une commune en elle-même, sur un chantier, ne peut pas aller chercher ces certificats d'économie. Donc, l'AGLO a décidé de jouer le rôle d'intégrateur des certificats et de mutualiser, c'est-à-dire de collecter, de mettre ensemble toutes les économies d'énergie réalisées par tous les travaux de toutes les communes. Ce qui fait là, et ensuite elle le redistribue par rapport à la hauteur d'économie d'énergie que la commune a réalisée. Et donc, il faut, dans ce cadre-là, en fait, réouvrir un compte au niveau de l'AGLO pour faire participer de cela et déposer le dossier de demande et ensuite négocier et valoriser ces certificats, mais via l'AGLO en fait. Donc on s'inscrit dans le dispositif via l'AGLO. Je voudrais juste faire remarquer que par exemple, les CEE nous ont permis, sur le toit de la mairie, de récupérer l'équivalent de 2991 € en plus des subventions, du fait de l'isolation du toit, d'avoir refait le toit et d'avoir changé la chaudière de la mairie. Voilà. Globalement, c'est quand même 3 000 € supplémentaires que nous avons perçus grâce à ce dispositif. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on réadhère en fait cette année à ce dispositif, ce qui nous permettra, alors peut-être pas cette année, voire encore, peut-être que sur la chaudière du presbytère, chose comme ça, on peut toucher quelques centaines d'euros, on verra ça. De toute façon, alors ce qui est bien, c'est qu'à l'agglomération, il y a vraiment une personne qui est pas dédiée à ça complètement, mais beaucoup, qui s'y connaît énormément et qui peut vous faire le calcul en fait de ce que vous toucherez en CEE si vous faites la déclaration. C'est plutôt intéressant. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Nous l'avions déjà évoqué, je vous l'avais dit que nous avions fait des demandes, nous avions fait des demandes auprès du siège. Et donc il s'agit cette fois-ci de délibérer sur la convention que le siège nous propose sur les travaux. Alors il y a deux délibérations. La première concerne la fin de l'enfouissement de la rue du 8 mai, c'est-à-dire à partir du pont jusqu'à la voie de chemin de fer, pour enfouir donc les réseaux électriques, éclairage public et télécommunications. La convention nous propose en section d'investissement une dépense de 7 708 € et en section de fonctionnement 9 583 €. Sachant qu'il est dit, et c'est normal dans la convention, que les montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux. Alors la bonne nouvelle, c'est que M. Albo du siège m'a appelé hier midi pour me dire qu'ils avaient fait la préétude, parce qu'ils aimeraient bien le lancer assez rapidement, et que la préétude montrait que l'enveloppe ne sera pas dépassée, voire que peut-être en fonctionnement, elle sera légèrement inférieure. Voilà, donc ça c'est toujours des bonnes nouvelles quand on sait qu'on dépensera moins. Et donc,
Évidemment, ces sommes sont inscrites dans le budget que nous venons de voter, au compte 2415. Et je vous demande donc l'autorisation de signer la convention de participation financière entre le siège et la commune de Léné, sachant que normalement, ensuite, toute la commune, enfin l'enfouissement dans la commune sera normalement terminé. Voilà. Des questions, des remarques, des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. La deuxième délibération concernant toujours le siège, là aussi on l'avait déjà évoqué en termes, je crois, d'information. Le siège propose des changements de candélabres pour un passage en LED. Alors il commence par les plus anciens, c'est-à-dire si nous avons, et nous avons encore des ampoules à mercure. Et puis, voilà, ils avancent petit à petit. Ce qui est intéressant pour les communes, c'est qu'en fait, ils proposent une enveloppe de 20 000 euros, c'est-à-dire qu'ils font 20 000 euros de travaux, et ils ne facturent aux communes que 6 667 euros. Voilà. Donc, j'ai inscrit la commune dans une première enveloppe de 20 000. Monsieur Albo, on doit se revoir fin mars, je crois, pour que nous regardions là où c'est le plus pertinent tout de suite. Et puis on en profitera pour faire le tour de la commune et imaginer déjà une enveloppe supplémentaire de 20 000, peut-être en 2024, etc., de façon à finir par passer toute la commune en LED. On sait que ce sont des vraies économies d'énergie, évidemment. Voilà, donc je vous demande c'est inscrit aussi au budget, bien évidemment, et je vous demande donc de m'autoriser à signer cette convention de participation financière qui aura donc un coût de 6 667 euros pour la commune, pour un service rendu de 20 000 euros. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Nous devons délibérer sur l'enquête publique qui occupe actuellement l'établissement DA à Alizé, puisqu'il propose une exploitation d'installation de production de papier pour ondulés, appelé PPO, à partir de papier carton récupéré et de transformation, donc de papier pour ondulés, produit en plaques de carton, sur la commune d'Alizé. Vu que la commune de Lévis est dans un périmètre, dans un rayon, pardon, pas un périmètre, dans un rayon de 3 km, nous devons délibérer sur un avis favorable ou défavorable à l'enquête publique. Alors après, ça n'interdit pas à chacun en tant que citoyen d'aller répondre à l'enquête publique. C'est pas parce que nous on vote qu'on n'a pas le droit de... Voilà, vous pouvez aussi aller mettre votre avis sur l'enquête publique. Si vous le souhaitez. Et voilà. Ça, c'est la délibération en tant que telle. C'est un changement d'activité. C'est vrai que quand on a discuté, on s'est dit quels sont les produits utilisés pour le carton, est-ce que ce sont des produits nocifs ou pas, etc. Alors, très sincèrement, je ne sais pas. Je ne suis pas assez spécialiste là-dedans. Les échanges que moi j'ai pu avoir avec des gens de cette entreprise, c'est que la plus-value, c'est surtout que ça maintient de l'emploi et que ça garde de l'emploi. Ils me disent, mais voilà, c'est leur emploi, donc j'imagine qu'ils le défendent aussi, hein, ce qui est un peu normal. Ils me disent qu'il n'y a pas plus de problématiques que le fonctionnement actuel. Voilà. Bon. Ils ne fabriquent plus la pâte à l'arrêt fabriquée. Oui. Donc déjà moins de pollution. Il y a moins de pollution. La fabrication du plus ici, c'est peut-être ailleurs encore, mais ici ils ne fabriquent plus. Ils ont des produits, ils arrivent, ils font seulement
C'est ça. qui la ramène. C'est ça. Il ne fabrique plus. Voilà, donc moi j'aurais tendance à donner plutôt un avis favorable, mais la décision appartient à chacun là, en tant que citoyen, etc. Ce que je vais vous proposer peut-être, c'est un vote à main levée si ça ne vous dérange pas. Voilà. Donc, qui serait pour un avis défavorable? Est-ce qu'il y a des abstentions, des gens qui ne savent pas? Ok. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable avec 8 abstentions. Ça vous va? Merci. Alors, le PLUIH, donc ça ce sont, il y a deux, je crois, 2 ou 3 délibérations où en fait ce sont des compétences agglomération. Mais comme à chaque fois qu'il y a transformation, changement ou évolution d'une compétence de l'agglo, chaque commune, dans les 3 mois, doit délibérer autour de ce changement ou de cette évolution. Le PLUIH, et donc le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, le H est pour l'habitat. Et donc, il y a 2 choses dans un PLUIH. Il y a les modifications, et là c'est ce que je vous propose, et puis tous les 5 ans, 5-6 ans, il y a la révision. La modification, ce sont des changements, j'ai envie de dire presque à la marge. La révision d'un PLU, ça permet par exemple de dire qu'un terrain qui n'était pas constructible le devient, ou à l'inverse, qu'un terrain constructible ne l'est plus parce que ça redevient je ne sais quoi, etc. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle des modifications, donc ce sont des choses qui bougent à la marge. Donc, il a été réécrit un certain nombre de choses sur l'instruction du droit des sols, et puis des petites rectifications d'erreurs matérielles. Alors ça peut être parfois une bande de terrain qui avait été je sais pas, classée jardin alors que la partie jardin est vraiment de l'autre côté et que cette bande-là fait bien partie de la zone urbaine. Voilà, c'est vraiment des choses très légères. Et puis, il a été mené tout un travail par un groupe d'élus dont j'ai fait partie sur la réglementation des clôtures. Parce qu'en fait, on voyait apparaître toutes sortes de clôtures et malheureusement des clôtures qui ne vont pas toujours avec l'urbanisme de la commune où il se situe, qui ne répondent pas non plus aux conditions de ruissellement d'eau ou de laisser passer la faune, par exemple, une petite bête qui se promène. Et donc, il a été travaillé dans ce groupe de travail tout un sujet autour des clôtures et un sujet aussi sur les couleurs des bâtiments. Donc, ce qui est important pour nous, alors j'espère que vous l'avez lu parce que là il est complètement illisible, je l'ai juste mis pour vous dire que en fait le territoire de l'agglo, les 60 communes, ont été classées en 3 catégories. La première, c'est la partie qu'on appelle urbain, c'est-à-dire une commune dense, etc. Et nous sommes classés en zone urbaine. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est il y a de la maison, mais pas forcément très serrée, mais c'est proche d'une zone urbaine malgré tout. Et puis ils l'ont appelé comme ça le champêtre.
Je trouve que c'est très... voilà. Alors le champêtre, là on s'éloigne, on va vers Saint-Didier-des-Bois, on remonte sur le plateau, des choses comme ça. Et donc ce travail fait que avec les élus, on a regardé. Alors c'était vraiment passionnant à faire, hein, parce que d'abord on s'est déplacé, on est allé dans des communes, voir ce qui existait, ce qui nous choquait, ce qui nous choquait pas. On a aussi regardé ce qui existait historiquement, ce qui était valable entre guillemets, ce qui l'était moins, pour arriver à non pas à resserrer les règles, parce que c'est pas le but du jeu, mais à adapter les règles en fonction de l'endroit où l'on est. Et donc, parce que c'est ce qui vous intéresse, j'imagine bien, la commune, nous avons fait le choix. Alors, il y a une carte qui est jointe, mais en fait, la carte, elle est fausse, parce que la dame, elle s'est trompée en la faisant. En fait, je vais me déplacer juste pour vous montrer. Le choix qui a été fait a été de dire que dans zone urbaine, avec une densité qui doit faire appliquer les règles de l'urbain. Et que donc, ce qui peut, et une grosse partie, est dans le périmètre des bâtiments de France. Et c'est une double contrainte parce que les bâtiments de France sont évidemment très regardants sur les clôtures, quand on est dans le périmètre, parce qu'ils ne souhaitent pas évidemment que des clôtures en plaques de béton, des choses comme ça, dénaturent l'ensemble de la commune. Je partage assez cet avis. Et donc, globalement, j'ai fait classer quasiment toute la commune en zone urbaine, sachant que dans le tableau, si vous lisez bien, en zone urbaine, il y a quand même un certain nombre de possibilités d'ériger une clôture. La seule chose, c'est que le mur au maximum, il fait 1,80 m. Si c'est un mur plein, il est plutôt habillé, c'est-à-dire qu'on ne veut pas un mur en béton tout lisse. Il faudra y mettre un peu de parement ou quelques haies devant, ou l'habiller de végétaux, etc. Et il fera 1,80 m. Et en bas, il aura des petits passages pour que l'eau puisse ruisseler et que les petits animaux puissent passer. Évidemment, le top, mais tout le monde n'en a pas forcément les moyens, et notamment dans une commune comme Léry, c'est le traditionnel mur bahut avec les jolies grilles qui vont dessus. Mais là aussi, en urbain, on préconise que ce soit doublé. Alors, pas d'une haie au sens des grandes haies qu'il faut tailler, etc., mais habillé de végétaux. C'est pas tout à fait la même chose malgré tout. Hein, c'est pas un entretien de la même façon quand vous mettez un rosier, un noisetier derrière en tant que haie, enfin derrière un grillage ou derrière des grilles. Ma foi, tous les printemps il faut le tailler, mais ça reste jouable. Quand on fait une grande haie et qu'on ne peut pas la laisser monter à plus de 2 mètres, il y a des personnes, notamment un peu vieillissantes, qui finissent par prendre des artisans parce qu'ils n'arrivent plus à le faire eux-mêmes. Et en fait, on est dans cette bascule-là. C'est aussi ce qui a provoqué ce travail-là, c'est que aussi bien en campagne qu'en ville, un certain nombre de personnes vieillissantes font des demandes pour ériger des murs à la place des haies qui n'arrivent plus à entretenir. Sauf qu'on ne peut pas laisser monter des murs partout, parce que si on se promenait dans les riques avec des murs, on se promènerait dans des couloirs de prison, en fait. Donc, l'idée, c'est de ramener à de la végétation, de laisser passer l'eau, évidemment, et les animaux. Cette partie-là étant très enclavée, c'est vrai qu'on pouvait la mettre en intermédiaire, c'était un peu moins grave. Le choix ici, c'est toutes les maisons qui sont le long de la rue Voltaire. Moi, j'ai demandé qu'elles soient en intermédiaire pour pouvoir avoir un peu plus de liberté sur leur clôture, parce qu'elles ont un vis-à-vis qui s'appelle les immeubles. Et que je peux comprendre qu'on ait envie d'être dans son jardin, pas simplement avec 3 rosiers et 2 noisetiers, mais qu'on ait envie d'avoir quelque chose qui nous
protège un tout petit peu plus. Cependant, la hauteur reste la même. Et là où il y a l'erreur, c'est qu'en fait, les deux taches rouges qui sont là-haut, donc après, moi j'ai dit au-dessus, on remonte et on met en intermédiaire. Parce que pour l'instant, même si ça ne durera pas dans le temps, ce sont des logements qui sont plutôt avec les champs à côté, etc. Donc on peut être sur de l'intermédiaire. L'erreur qui a été faite, c'est de mettre une partie des immeubles de la rue Voltaire, la place Mermoz et la rue Saint-Exupéry en rouge, parce qu'en fait, ce sont des logements sociaux qui ont déjà des clôtures en tant que telles, et c'est souvent des grillages assez simples, et ne rentrent pas dans le périmètre, et de toute façon, les gens ne sont pas propriétaires, donc c'est bien le bailleur qui négociera s'il doit changer les clôtures, qui négociera, et là aussi on sera, enfin de toute façon il ne mettra pas des jolis murs avec des parements, il ne mettra pas des belles grilles sur des murs valus, il mettra un grillage assez classique comme le font les bailleurs en règle générale. Voilà. Donc je voulais juste vous indiquer cette erreur-là. Donc ça c'est le premier point des modifications. Et le deuxième point de modification, c'est qu'il a donc été proposé un nuancier. Alors je ne vous ai pas remis là, hein, un nuancier qui est proposé en fait par l'architecte de conseil de l'Agglo et qui permet, alors qui est assez riche malgré tout, et qui permet de faire varier évidemment la couleur des façades, sachant que sur l'Agglo le blanc est interdit, même si dans certaines communes du blanc il y en a partout. Exactement. Alors chez nous ils sont très très vigilants. Hein. À Léry, une maison blanche c'est juste pas possible. Alors ça va du blanc cassé à l'ocre beige, à tout ce que vous voulez. Et puis comme un certain nombre de maisons plutôt anciennes, mais même dans les maisons modernes, vous pouvez mettre des modénatures, c'est-à-dire des choses qui viennent habiller votre façade. Hein. Alors dans les maisons anciennes, c'est les sculptures qui sont au-dessus des fenêtres par exemple. Et puis de plus en plus, l'isolation par l'extérieur fait que vous pouvez avoir des pans de clins bois. Et là aussi, il y a un nuancier pour ces clins de bois, de façon à ce que les gens qui souhaitent les colorer ne nous mettent pas du rose fuchsia ou du vert pomme en plein milieu de la commune. Ça serait un peu étonnant, me semble-t-il. Donc voilà, ce sont les deux modifications principales. Alors j'ai rien contre le rose fuchsia et le vert pomme, hein, mais c'est juste que sur une maison ça peut paraître bizarre. Voilà, ce sont les deux modifications qui vous sont proposées. Voilà, tout est dit dans les documents qui ont été envoyés. Hein. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Ou un avis, vous pouvez les mettre, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, on ne peut pas avoir une maison toute bleue. Je crois pas. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques, des abstentions? Une abstention, deux, trois abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Nous avons ensuite un autre travail qui a été réalisé par l'agglomération et qui porte cette fois sur le plan local de l'habitat, qui est donc le numéro 4. Alors, c'est quelque chose dont on a déjà parlé aussi. En fait, il y a eu un certain nombre de groupes de travail, un travail de prospective aussi qui est assez intéressant pour se dire, aujourd'hui, on est tant d'habitants avec tant de logements. Demain, on veut garder la population existante. On veut loger les jeunes qui deviennent autonomes et qui restent sur le territoire. On veut loger, et ça c'est une grande réflexion du président de l'Agglo, on veut loger les gens qui viennent travailler sur le territoire mais qui n'y habitent pas. Il faut donc qu'on soit force de proposition d'un logement
enfin de logements, qui soient des logements diversifiés, qui soient des logements qui répondent aux attentes des ménages les plus précaires jusqu'aux personnes les plus aisées. Un couple de cadres qui viendrait s'installer ici, alors il recherche peut-être un terrain à bâtir pour construire sa maison, il recherche peut-être une maison ancienne à retaper pour voilà. Il recherche peut-être un appartement, un peu de standing dans une des villes de l'agglomération, Caillon, Louviers, Val-de-Reuil, etc. Mais il y a aussi le jeune qui a trouvé son premier travail, qui part de chez ses parents, qui aimerait bien être locataire d'un petit appartement. Puis 2-3 ans après, il rencontre sa copine et puis il décide d'accéder à une première propriété. Donc, c'est pas le même niveau évidemment que les deux cadres qui sont arrivés de Rouen ou de Paris. Pour autant, il a tout à fait le droit aussi d'habiter une petite maison avec sa copine. Et donc, il y a tout ce travail-là de prospectif qui a été engagé avec tout un tableau de synthèse. Donc là, je vous renvoie au document parce que je ne vais pas vous lire tous les chiffres, ça serait juste innommable. Et ensuite, il y a eu un travail par bassin de vie. Puis, alors bassin de vie, nous c'est Val-de-Reuil, Léry, Pose, etc., pour large. Et ensuite, il y a eu un travail par commune. Voilà. Pour en arriver au fait que le potentiel, j'en arrive à Léry parce que là, il faut qu'on délibère ce soir sur l'ensemble du programme, mais pour vous donner un exemple concret que vous connaissez bien, donc le potentiel estimé de développement sur Léry, c'est 180 logements entre 2023 et 2028. Parce que nous avons des projets, j'ai souhaité qu'on en reste à 125 entre 2023 et 2028. 180 me paraît vraiment trop important. Alors c'est tout confondu, hein. C'est la création de 3 appartements dans une maison ancienne. C'est une dent creuse qui se remplit parce que un couple vend son bout de jardin et un jeune couple vient d'y construire une maison. C'est une opération d'aménagement programmé, enfin, ou c'est un bailleur social qui reconstruit 3-4 maisons, etc. Voilà, c'est vraiment c'est tout confondu. Donc moi j'ai souhaité qu'on positionne Léry à 125 maximum. On a un enjeu. L'enjeu, c'est de répondre. La prospective montre que des jeunes cherchent à s'installer, des couples cherchent à s'installer, parfois des séparations avec des reconfigurations de famille, il faut une nouvelle maison, etc., etc. On a un enjeu, nous, je trouve, à ne pas louper, entre guillemets, ces familles qui ont besoin d'un habitat. D'un habitat, Léry n'est vraiment pas mal placé parce que considère que c'est une commune calme, proche des services, qui en offre elle-même. Donc je vous assure que la note de Léry est vraiment pas mauvaise à ce titre-là. Par contre, le deuxième enjeu, c'est qu'à partir de 2030, on va rentrer dans le processus de non-artificialisation des sols. Et que là, ces perspectives-là, elles vont être contraintes, voire interdites. Ça veut dire qu'on a une fenêtre de tir aujourd'hui pour élaborer et développer une offre d'habitat que moi je souhaite la plus diversifiée possible pour que la mixité de la population demeure à Léry. On a la chance d'avoir voilà, toutes sortes de personnes qui sont aussi intéressantes les unes que les autres et qui font que ça crée du mouvement et de la dynamique. Mais on a ce laps de temps pour le faire.
Et que si on ne le fait pas aujourd'hui, ma crainte, c'est que derrière, la non-artificialisation fera que les jardins resteront jardins, les opérations d'aménagement programmées se verront soit très réduites, voire interdites, et que donc, il y a un moment, il n'y aura plus d'offres. Voilà. Donc, c'est l'enjeu du PLH 4 aujourd'hui, vraiment. Et pas que pour les riz. Enfin, c'est l'enjeu pour un certain nombre de communes. Et quand on voit le nombre de logements qui poussent un peu partout, on se rend bien compte que c'est vraiment important. Et donc, juste pour reprendre un chiffre, l'objectif de production de l'agglomération Seineur en tout, bien sûr, c'est 588 logements par an sur 6 ans. Ce qui nous fait 3529 logements. Je rappelle, il y a 60 communes, il y a évidemment des villes plus importantes que d'autres, et c'est souvent là que ça commence à se développer aussi. Mais il y a des enjeux. Enfin, moi, je discutais par exemple avec le maire de Marteau, François Charlier, qui me disait que pour des tas de raisons, il n'a pas pu construire pendant des années, et que là, je ne sais pas si vous avez vu, il a frôlé la fermeture d'une classe. Il a dû faire appel à des parents qui sont venus inscrire en catastrophe et voir des communes à côté pour essayer de sauver la classe, parce qu'il n'avait pas construit pendant un certain nombre d'années, et qu'après, le temps que ça se mette en route, il faut que les gens arrivent, il faut qu'ils achètent les terrains, il faut qu'ils construisent, il faut que les bailleurs construisent, etc. Le temps que les gens fassent des enfants aussi, enfin voilà. Et donc, il a in extremis là sauvé sa classe. Bon, et comme il repart dans une dynamique de construction, on peut lui souhaiter que ça ne soit pas ça ne soit plus le cas pour lui, quoi. Mais voilà, c'est un des risques. Il y en a deux pour moi, c'est le fait que pas de logement ne répond plus à la demande, et donc la demande, s'il n'y a plus d'offres, il n'y a plus de demande, et puis que la non-artificialisation, de toute façon, viendra bloquer le truc à un moment, et que si on ne le fait pas, voilà. Donc je vous ai juste remis, alors c'est pas dans le document là, mais je vous l'ai remis pour mémoire, puisqu'après on a tous reçu, vous savez, une fiche par commune avec le nombre de logements. Donc, alors c'est pas 2028, c'est 2038, non, c'est pas bien ça. Voilà, donc on est en espace de vie centre-Seineur, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la zone urbaine. Et donc être dans une zone urbaine est aussi une obligation de un peu plus de densification que les autres. Ça, je tiens à rappeler. Alors là aussi, il y a une petite coquille, mais c'est pas grave. Donc sur l'objectif 2023-2028, 125 logements à produire, soit 21 logements par an en moyenne, dont 33 logements locatifs sociaux. Donc ça, je tiens à le dire aussi, mais je vous l'ai déjà dit ici, nous avons notre quota de logements sociaux par rapport à la loi SRU, et clairement, les enveloppes de logements sociaux que je suis allé négocier jusqu'ici, c'est du logement PLS, c'est-à-dire supérieur, logement supérieur social. Globalement, il faut que les deux du couple travaillent pour pouvoir y accéder, sinon ils n'y arrivent pas. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'on a déjà une offre de PLAI importante, et que toujours dans le cadre d'une mixité de population, il faut que le logement social soit aussi très diversifié pour qu'on puisse accueillir des familles avec des ressources un peu différentes. Je pourrais vous les renvoyer, il n'y a pas de souci, franchement, voilà. Alors il y a une petite coquille parce qu'en fait il y a le lotissement où il y a 22 terrains à bâtir, 25 logements sociaux, 18 en accession sociale. Ça globalement c'est votre projet, c'est le projet Nexity. Et après ils remettent éventuellement phase 1 du lotissement Nexity. Et ça c'est pas vrai. Enfin, il n'y a pas 35 logements sur 65, ça n'existe pas. Parce qu'en fait ils ont réécrit deux fois la même chose, me semble-t-il. C'est ce que m'avait dit la jeune fille qui s'occupe de ça. Et la division parcellaire,
Moi j'en ai mis 15, et tel que je vois se profiler les choses dans les permis de construire ou qui apparaissent en mairie, je pense qu'on dépassera les 15 divisions parcelles. Sur 6 ans, j'entends, hein, pas. Parce que là, déjà, on a fait. Enfin, on a accepté un paquet, mais là aussi, je pense que c'est normal. Les gens avaient des très grandes propriétés, ils vieillissent. Une façon de rester chez soi, c'est aussi de ne plus avoir un énorme jardin à entretenir et puis d'assurer une partie de sa retraite aussi en faisant rentrer un petit peu de liquidité. Voilà, donc le PNH 4 qui est à voter ce soir, hein, c'est vraiment pas que la fiche de l'Élysée, c'est l'ensemble de la philosophie du nombre de logements à produire et le fait que nous ayons en tête la mixité et la diversification de la population qui peut venir habiter chez nous. Voilà. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Une abstention, 2, 3, 4. 4 abstentions. Autre délibération qui concerne toujours une compétence d'agglo. N'est pas forcément simple, donc je vais essayer de vous la résumer le plus possible. En fait, les agglos, enfin les EPCI, les communautés de communes et les agglos, depuis le 28 novembre 2018, sont chefs de file de la politique d'attribution des logements locatifs sociaux et de la gestion de la demande. Donc l'agglo, et ça pour la durée du mandat. Et donc l'agglo a lancé une étude mi-2021 en associant les communes, les bailleurs sociaux, l'État, les associations de logement, hein, du type Matil, etc. Il y a eu des séances de formation et puis il y a eu des ateliers d'échange. Et le 14 mai 2022, il y a eu une conférence territoriale du logement qui a globalement validé les principes. Alors, les principes, c'est le fait qu'il y ait une convention intercommunale d'attribution, qu'on appelle une CIA, mais il n'y a rien de secret, normalement, et qui s'est donné donc 6 orientations. Donc de mettre en œuvre les objectifs de la loi égalité et citoyenneté pour avoir des meilleurs équilibres d'occupation dans le parc locatif social, de mobiliser le processus de relogement des ménages concernés par les démolitions dans le cadre du renouvellement urbain, d'améliorer la réponse à la demande de logement social moins bien satisfaite et attirer vers le parc locatif social des profils de clientèle diversifiés. Donc là, on voit bien, hein, je vous parlais de mixité tout à l'heure, on est en plein dedans. L'orientation numéro 4 est de renforcer les actions permettant d'améliorer l'attractivité du parc locatif social, et notamment dans les secteurs les plus fragilisés. Alors, il y a en ça 2 outils, il y a le renouvellement urbain, mais il n'y a que Louviers et Val-d'Oreuil qui en bénéficient. Et donc, ça peut être ensuite que l'agglo participe à des opérations telles que nous avons pu en bénéficier au Sentier, c'est-à-dire dans un logement, enfin, dans un parc locatif qui était relativement dégradé, où les familles sont assez fragiles, de remettre et de l'esthétique et de l'économique, puisque voilà, de façon à ce que ça devienne plus attractif pour des familles moins fragiles et qu'on retrouve en fait une mixité de population dans ce type de logement. Poursuivre le développement d'une offre locative sociale adaptée aux besoins des différents profils de ménages et répartis de manière équilibrée. Là, on parle aussi on parle évidemment
la mixité, mais on parle aussi de la typologie des logements. Il ne faudrait pas que tous les T2, T3 qui attirent plutôt les jeunes parce que c'est moins cher et que c'est suffisamment grand pour eux, soient concentrés à un endroit de l'agglo et qu'il n'y en ait nulle part ailleurs. Voilà. Or, on sait par exemple que T2, T3, c'est quelque chose d'assez demandé, notamment quand les jeunes décohabitent ou quand malheureusement un couple se sépare et qu'on est en manque sur l'ensemble du territoire. Mais pour autant, on ne va pas tout mettre au même endroit. Et l'orientation numéro 6, qui va nous amener au point suivant, c'est d'améliorer les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les réservataires, qui peuvent être les communes ou les entreprises, et être en capacité de mobiliser des mesures d'accompagnement social et médico-social adaptées. Et là, ça veut dire que ce que dit ce texte de CIA, en fait, c'est qu'il faut une mise en réseau des structures là où les gens déposent des demandes, les bailleurs, les communes, les CCAS, la maison de l'habitat, etc. Il faut améliorer la couverture territoriale de telle façon que la commune qui n'aurait que des petits logements pas chers verrait arriver tous les jeunes ou moins jeunes plutôt en précarité et que les autres communes elles seraient tranquilles. Et des nouveaux guichets aussi pour enregistrer la demande. Il faut accompagner les gens. Et ça a fait tout cet ensemble d'objectifs ou d'orientations a amené à créer une commission des cas complexes. C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont dans des situations parfois assez compliquées et qui, quand ils demandent un logement, n'arrivent pas à en avoir l'attribution. Je parle bien du locatif social. Alors, il existe déjà une procédure qui s'appelle la commission de médiation de la DALO, mais là, qui est extrêmement restrictive. Il faut que vous n'ayez pas eu votre logement depuis 18 mois, il faut que vous soyez hébergé ou à la rue quasiment, ou en logement d'urgence, ou il faut qu'il y ait un problème de handicap très lourd qui fait que vous ne sortez plus de chez vous depuis longtemps. Mais il y a toujours ces fameux 18 mois. Or, quand vous êtes une femme qui s'est séparée pour violence conjugale, 18 mois c'est long. Quand vous êtes un monsieur ou une dame atteinte d'une maladie dégénérative, que vous habitez au 6e étage, sans ascenseur, et que vous sortez plus de chez vous depuis 6 mois parce qu'il n'y a personne pour vous transporter, c'est une urgence. Voilà. Et ça, c'est un cas complexe. Et donc, pour traiter ces cas complexes, en fait, on a créé un outil qui est une cotation de la demande. Donc, vous l'aviez normalement dans vos documents, et qui, c'est une attribution de points, en fait, en fonction de plusieurs critères propres au dossier. Donc, si ça répond aux critères obligatoires, c'est victime de violence, handicap, ou si vous êtes déjà DALO. Les critères facultatifs, c'est un divorce, je suis un jeune de moins de 30 ans, je suis dans un logement qui est sous-occupé, c'est-à-dire que ça arrive de temps en temps. Madame d'un certain âge vivait encore avec ses 2 grands-enfants, elle avait gardé le F5 ou le F6 de la famille, madame décède, les enfants restent dans le logement parce qu'il y a un droit pendant un certain temps à être encore sur le bail. Sauf qu'ils sont dans un F5, F6 pour 2 par exemple, et qu'il y a sous-occupation du logement et que ça pourrait bénéficier à une famille qui a 4 ou 5 enfants. Voilà. Ou le loyer trop élevé. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans un logement, etc. Entre-temps, malheureusement, les accidents de vie, chômage, accidents, etc. font que vos revenus ont largement baissé et vous n'êtes plus en mesure d'assurer le loyer. On ne laisse pas quelqu'un s'enfoncer dans les dettes sous prétexte qu'on n'arrive pas à lui attribuer un autre logement. On lui trouve un logement plus petit, moins cher, plus accessible, et de cette façon, il ne s'enferme pas dans une dette de loyer. Voilà. Et donc, toute cette grille de cotation prend l'ensemble de tous ces critères, attribue des points, et en fait, quand les gens vont remplir, ceux qui les accompagnent vont dire, vous venez de divorcer, allez hop, plus 30 points.
vous avez moins de 30 ans, 6 points, vous êtes, voilà. Et ça donne une cotation qui permet de faire remonter les cas les plus difficiles, les plus complexes, et de les présenter aux bailleurs en disant qu'ils sont prioritaires par rapport à des gens qui ont plus largement ou les moyens ou le temps d'attendre un logement. Voilà. Donc c'est ce que dit globalement cette délibération avec le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Voilà. Donc je ne vous relis pas les objectifs. Je pense que vous aurez compris à peu près ce dont on veut parler. Y a-t-il des questions? Après, je vous invite à lire parce que c'est vraiment intéressant. Sincèrement, enfin, moi, ça me passionne le logement. Voilà, chacun ses valeurs. Des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Je reviens devant vous sur une délibération qui a déjà été prise, mais et qui fait partie donc des fameux terrains. Vous savez, vous vous rappelez la grande parcelle, on va dire le nom parce que je crois que tout le monde le sait maintenant, qui va être vendue à l'entreprise de couverture Henri. Je vous avais expliqué que nous souhaitions garder un passage vers l'heure, donc une partie de cette parcelle qui est donc en fer, hein, restera propriété de la commune pour que, en fait, si vous vous souvenez bien, là vous avez la rue Verdun, là vous avez ici les terrains aux 3 tilleuls non construits pour l'instant, et l'idée c'est que à partir de la voie de Lorée, donc tout là-haut, il y ait l'équivalent d'une coulée verte qui descendrait de la voie de Lorée, qui arriverait sur le bout du chemin des sentiers, qui traverserait le futur parc habité et qui permettrait aux gens de rejoindre l'heure par ce passage-là. Ce que je ne veux pas, c'est que les habitants soient coupés de l'heure, en fait. Parce que quand vous êtes au bout, bah, vous rejoignez le chemin au moins et vous remontez quasiment jusqu'à l'île du Roi, par les bords de l'heure. Donc je trouverais pas normal que les habitants n'aient plus cet accès. Donc nous conservons cette partie-là. Ici, donc, c'est les couvertures Henri. Et ici, le propriétaire ici, en fait, a une maison avec un grand jardin derrière, dont une partie est constructible. La première petite partie est constructible, après ça ne l'est plus. Et ce monsieur, aujourd'hui, en fait, ne peut pas accéder au jardin derrière, si ce n'est par un petit portillon ici, donc ne peut pas l'entretenir correctement, etc. Donc nous avons demandé, au moment, alors il avait je crois déjà demandé à M. Calais, si je me souviens bien déjà sur les ex-plans, il avait demandé un passage qui soit plus large et qui... Ce qui s'est passé, c'est que on a bien fait la découpe, etc. Sauf que Ageos nous a jamais envoyé la dernière version définitive. Parce que la première fois qu'on avait fait la découpe, on avait fait une découpe un peu moins large ici et puis un peu moins longue ici. Et puis le propriétaire est revenu me voir en me disant bah, écoutez, mon véhicule il passe pas. Maintenant qu'il y a les bornes, et ben, mon véhicule pour sortir mes branches, mes machins, etc. ne passe pas. Et donc je souhaiterais avoir 1 mètre de plus en largeur et puis un plan un peu plus incliné pour pouvoir aller tailler les arbres derrière, etc. Donc moi je n'y voyais pas forcément d'inconvénient. On a refait faire le bornage aux frais du propriétaire, d'ailleurs, si je me souviens bien. Et, voilà. Et on a délibéré. Sauf qu'Agéo nous avait envoyé la première version. Et donc on vous a fait délibérer sur la première version. Et là où nous en sommes aujourd'hui, ce terrain va bientôt être racheté à l'EPFN et ce propriétaire-là peut le racheter très rapidement derrière parce qu'il a les liquidités nécessaires. Et le notaire me dit, mais Madame Léger, votre délibération, elle ne concorde pas avec le plan que j'ai reçu d'Agéos. Donc quand on a reçu
On me dit, ben nous, on a reçu ce plan-là. Il me dit, ben oui, mais moi, j'en ai reçu un autre. Donc, j'ai re-rencontré le propriétaire. Je lui ai évidemment expliqué que le prix n'était plus le même, puisqu'il achetait plus de terrain. Il en a convenu tout de suite, ça ne lui posait aucun problème. Et donc, en fait, on vous propose globalement la même délibération que la dernière fois, mais avec le bon plan et donc le bon prix qui correspond à l'accès de son jardin de derrière. Voilà, c'est ça l'histoire. Y a-t-il des questions? Donc, son terrain va devenir constructible, il peut construire dessus. Non, non, il y a... Il y a la zone là. Pardon? Il y a une zone. Oui, oui, il y a une zone... Continue. Non, non, il récupère... en fait, il récupère, je crois, 400 mètres carrés de voies pour atteindre son jardin. Mais derrière, il y a quasiment... ou alors, il faudrait vraiment construire une toute petite maison sur une petite bande de terrain. Non, il a vraiment un souci pour entretenir tout l'arrière de... Enfin, moi, j'y suis allé, puisque j'y suis allé avec le géomètre, etc. C'est réellement un accès et sa difficulté à lui aujourd'hui. C'est vraiment ça. Et c'est une envie qu'il a depuis fort longtemps, donc... ma foi, si on peut lui rendre ce service, j'avoue que j'en suis pas mécontente. Et vous mettrez un truc au niveau de la société en disant vous ferez l'accord, mais qu'est-ce que vous ferez dans le temps futur? Vous me posez la question. Ah, je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il n'avait pas de projet particulier vraiment pour l'instant. Il était vraiment là-dessus. Plus c'est un monsieur qui a... oui, je dirais que c'est un monsieur qui a au moins 60 ans, excusez-moi, je ne sais pas bien ce que je dis, qui doit avoir dans les 70 ans, donc non, vraiment, enfin, voilà. Après, s'il va en construire, il viendra me montrer un plan sur le petit bout qui est constructif. Allez, c'est minimum combien pour construire terrain constructif, le minimum? Avec le PLU, on est presque à 400 mètres carrés. Oui. Grâce au choix. Oui. Ah non, mais je suis d'accord. Il peut grâce au champ. Écoutez, on verra bien. On est d'accord pour construire derrière, je vous l'avais déjà dit. Oui, oui, mais on verra ce qu'il proposera. Pour l'instant, quand je l'ai rencontré avec sa femme, ils n'étaient pas dans la construction, ça je peux vous le dire. Mais, et donc ça revient à combien de mètres carrés de alors, en fait, la vente, je vais vous donner parce que la vente c'est TTC 11 700. Oui, bien sûr. 443 mètres carrés. Ça fait 26 euros, oui, 26,50 € du mètre carré. Voilà, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? 2, merci. Et enfin, pour terminer, je vous propose donc un recrutement contractuel pour accroissement temporaire de travail. Donc, vous savez que le service technique, il n'y a qu'une seule personne qui en fait beaucoup, qui travaille très bien, mais qui malheureusement ne peut pas ni se cloner ni se dédoubler pour faire les deux bouts de la commune en même temps. Nous arrivons au printemps, on voit bien qu'en termes de propreté, d'entretien d'espaces verts, etc., ça va devenir quand même compliqué pour Gisela, parce qu'on peut le nommer, je crois que tout le monde le connaît. Et donc ce qu'on vous propose, c'est le recrutement à compter du 1er mars, donc d'aujourd'hui, d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique, classe C, pour une période de 6 mois allant du 1er mars 2023 au 31 août 2023, qui peut être renouvelé. Cet agent assurera donc des fonctions d'agent de service technique à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures,
et sera basé sur un tarif SMIC-horaire brut. Voilà. Pour être tout à fait transparente avec vous, on a déjà fait les entretiens. Alors, on cherchait, en plus d'une personne qui ait quelques compétences dans ce domaine, quelqu'un qui ait un permis et quelqu'un qui ait des compétences de petit bricolage, voire de bricolage déjà un petit peu assuré. Voilà. Nous avons trouvé voilà, un jeune monsieur de 30 ans. Ah bon, je suis plus jeune que ça. Bon, enfin bref, il est un peu plus jeune, il va bientôt être papa. Il a un certain nombre de cassettes, donc ça devient intéressant. Habilitation électrique, enfin voilà. Ce qui aussi va nous soulager très sincèrement sur les petites réparations qui peuvent exister, la chasse d'eau qui fuit, l'interrupteur qui ne fonctionne plus, la lumière qui ne s'allume plus, enfin voilà, un certain nombre de choses qui nous arrivent assez souvent, où Ghislain a déjà un peu de connaissance, mais voilà, où là, on a quelqu'un d'un petit peu. Il a travaillé notamment au service maintenance, de la plateforme Intermarché. Moi, je sais ce qu'on leur demande. Bon, il faut déjà savoir un peu faire, quoi. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, on crée le poste, on dit à ce monsieur que c'est OK. Par contre, il est clair que, un peu échaudé par des expériences précédentes, nous allons dans un premier temps lui renouveler ce contrat 1 mois, puis 2 mois, puis 4 mois. Et si au bout de ces temps-là, ça fait toujours l'affaire, etc., on pourra renouveler le CDD une fois. Et si ça se passe toujours super bien, nous regardons à ce moment-là le stagiairisé et à le titulariser. Voilà. Il le sait, ça lui a été dit comme ça, mais voilà, je crois qu'il faut malheureusement que les gens fassent un peu leur preuve avant de faire confiance, quoi. Donc, on le fait comme ça. Y a-t-il des abstentions, des bonnes comptes? Je vous remercie. Et nous avons terminé. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience. Y avait-il des questions Internet? Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Bon, alors c'est super. Juste, oui, peut-être quand même une information un peu publique. J'avais fait un courrier en lettre recommandée au président d'Heure Normandie Numérique, puisque un certain nombre de maisons ne bénéficient toujours pas de la fibre. Donc certains autour de la table, si j'ai bien compris. Je ne comprends pas. Et donc nous avons reçu une réponse hier ou avant-hier, le 27, où globalement on nous dit que suite à des malfaçons, patati patata, bref ça c'est leur cuisine interne, sur les 1035 logements à fibrer, 835 ont déjà été fibrés, 180 vont arriver. 180 vont arriver et que normalement tout devrait être bouclé pour fin mai, début juin. Je vous invite fin mai, début juin. On a publié le courrier. Mais c'est écrit dans le courrier que j'ai reçu. Mon mari fait du télétravail, C'est pas je sais bien, je sais bien. On a publié le courrier sur Facebook. Ah, je sais bien, c'est compliqué. On a répondu que dans notre rue, au chef de données, c'était pas possible de mettre la fille. Non, mais il y a certaines personnes dans les Ah si, la fibre elle passe partout. Hein. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de réseau. Non, bah, ça n'a rien à voir. Parce que Non. vous n'avez pas Orange. Non, c'est Orange qui installe la fibre via des sous-traitants, et c'est ce qui d'ailleurs a foutu le bazar, pour être clair. Mais après, pendant 3 mois de commercialisation, c'est après les 3 mois de blanc, entre guillemets, n'importe quel opérateur peut se brancher sur la ligne dite Orange, mais qui n'est pas la ligne Orange,
et vous installez, vous avez le droit de choisir votre opérateur. Vous avez un téléphone fixe? Oui. Ah bah oui, ils vous disent n'importe quoi. Ah oui, c'est n'importe quoi. Ah ouais, ils n'ont pas le droit. Par contre, la fibre, on a des SF, c'est pareil. Bah, Ça coince. De toute façon, on n'a pas, nous on n'a pas la DSL, on n'a pas la fibre. Commencez pas à me dire que la fibre c'est pourri. Je peux pas m'en sortir. Hein. C'était son plus petit de la vie. Voilà, maintenant il vient d'avoir. Vous dites c'est nul. Ah, vivons la 6G, hein, putain. Oh bah, merci.